Donc, nous commençons, au Hachem, quelques explications sur la Haggadah. Tout d'abord, cette année, comme vous le savez, le Seder de Pessah commence à Motzei Shabbat. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas évoquer trop de halachot, mais il importe quand même de bien se mettre se préparer à cela. D'abord, il y a un avantage, à mes yeux, extraordinaire que le Seder de Pessah commence à Motzei Shabbat, c'est qu'on arrive au Seder, pas fatigué, ni nous, ni surtout nos femmes et nos mères et voilà. Et en plus de ça, en plus d'être posé obligatoirement parce que c'est Shabbat, on n'a pas les mains qui sentent le Javel, ni l'Economica, ni le Sainte-Maurice, ni je sais pas quoi. D'accord? Donc on rentre, au Hashem, dans Pessah dignement, et évidemment, tout le ménage est déjà prêt avant, n'est-ce pas? Pour pouvoir s'organiser à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire l'annulation du Khamet et on brûle le Khamet. Évidemment, cette année, on ne brûle pas le Khamet, puisque on fera l'annulation du Khamet, on l'avance à jeudi soir, et on fera le bitul Khamet, l'annulation totale du Khamet, le Kal Khamira, n'est-ce pas, Sabbat matin après le repas. On n'a pas forcément besoin de prier honnête, comme on dit, le plus tôt possible pour pouvoir manger du Khamet. On fait la prière comme d'habitude, et on essaye juste de se hâter de revenir à la maison pour manger un peu de Khamet. On va en parler dans 2 secondes du Khamet pour pouvoir faire la Seouda de Shabbat. Donc, le vendredi soir, c'est pas un problème, et samedi matin pour manger donc ce Khamet. Et une fois qu'on a mangé ce Khamet, ce pain, on va évoquer, alors on prendra soin de rendre caduc ce Khamet, pas en le brûlant, mais on peut éventuellement le mettre à bouillir, mais c'est pas suffisant. Mieux, à mes yeux, c'est de le mettre avec de l'eau de Javel dessus et de le jeter dans les toilettes, par exemple, pour le feu de Khamet qui sort, qui permet, encore une fois, puisqu'on se rappelle que le minimum, c'est qu'il ne soit pas comestible par un chien. Donc, automatiquement, vous avez mis de l'eau de Javel sur du pain, personne ne peut le manger, et donc ça le rend totalement caduc par rapport à ça. Il y a une heure ce que j'ai dit, en général, en différence des autres années, cette année, il faut juste, je pense que nos amis les Chabad doivent avoir un problème, parce qu'il me colle à Kavot, il ne faut pas exagérer non plus, de prier à 9 heures et après de venir ça, c'est un peu exagéré. Mais c'est ça. Mais grosso modo, quand tu reviens de la tfila autour de 10 heures, 11 heures, après, on fait le repas rapidement. Maintenant, là où je voulais vous permettre d'attirer votre attention, c'est un choix. C'est-à-dire que pas tout le monde est d'accord et vous avez le droit de penser autrement sur ce point. Je dis ça par rapport à ce que je veux dire maintenant. Pour ma part, nous avons l'habitude de manger le soir et samedi matin, dans ce cas-là, une pita. D'accord? On prend la pita sur la terrasse, d'accord? On mange le pain voilà, et c'est tout, et après ça. Ce qu'on a fait ces dernières années, par contre, c'est qu'on a acheté du pain, c'est à colle. On ne mange pas de ce genre de trucs pendant Pessah, mais le Shabbat, quand c'est là, vous avez du pain qui est fait de farine de pommes de terre et qui permet d'avoir une sorte de pain, mais qui n'est pas vraiment du pain et qui n'est pas non plus interdit parce que n'oubliez pas qu'on ne consomme en aucun cas. Je reprends mon propos comme je l'ai indiqué. Je dis que à partir du moment où il est important, parce qu'une séouda, il n'y a pas de séouda sans pain, donc vendredi soir comme samedi matin, il nous faut du pain. Je suis navré de vous décevoir, c'est vraiment pas le Shabbat, il faut préparer des chalotes. Vraiment pas le Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution, qu'on ait ou qu'on n'ait pas des enfants, petits, grands, ce que vous voulez, qui me semble plus pratique. Je répète, certains n'aiment pas cette idée de manger de la pita Shabbat. Je comprends tout à fait. Mais la pita, c'est super pratique, parce que ça ne fait pas de miettes. Et encore une fois, je dis pour ma part, on prend ce pain, on sort 2 secondes sur la terrasse, on prend le pain, on fait comme ça, et on rentre dans la maison. Et on fait bien attention qu'il n'y ait pas de miettes sur la bouche, etc. Et on rentre dans la maison, parce que la vaisselle, en plus de ça, qu'on utilise pendant ce Shabbat, c'est la vaisselle de Pessah. Pour notre part, on a une vaisselle, on va dire, pour la fête, et on a une vaisselle pour la semaine de Pessah. D'accord? J'ajoute un petit détail. Quand on s'est marié avec mon épouse, comme on appelle Seder de Pessah assez fréquemment à la maison, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chaque année acheté un peu plus de vaisselle, une casserole, un truc, un couvercle. Chaque année, on a acheté.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au Hachem, après quand même quelques années, on est mariés quand même depuis quelques jours, et en réalité, eh ben, aujourd'hui, on a tout ce qu'on a pour Pessah. Pour l'année, on a pour Pessah. Et même encore mieux que ça, pendant des années, j'étais avec la brosse à dents avec le four, parce on voulait avoir le four pour Pessah. Après, on a acheté un petit four d'appoint pour pouvoir, mais comme Baruch Hashem, mon épouse, comme toutes les femmes d'Israël, un petit four d'appoint pour Pessah, c'est pas ça suffit pas pour cuisiner tout ce qu'on cuisine pendant Pessah. Donc, et là, maintenant qu'on a arrangé notre maison, alors on a trouvé un truc génial, c'est qu'on a c'est un four mural. Donc, tac, 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 on enlève les vis et on met le four, le four qui est dans notre cave. On a un four spécial pour Pessah. Et aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher en plus de ça, les fours. Chacun, encore une fois, fonction de sa capacité. Mais ça, c'est super pratique. Parce qu'on a vraiment, bon, la cuisine d'astronaute, parce que c'est en aluminium toute la cuisine, mais on a tout ce qu'on a pour Pessah. Pour l'année, on l'a pour Pessah. Donc là, c'est très pratique. Et c'est évidemment ce qui est le plus judicieux pour ce Shabbat d'être tranquille, de ne pas se casser la tête par rapport à la pita. Je te dis qu'en plus de cela, pendant le repas, alors il est clair que certains ont du mal à ne pas manger de pain. Et il y a cette invention tu appelles ce pain, c'est à col, tu as fait de farine de pommes de terre, qui permet, si vous avez des plats en sauce, des machins, etc., de profiter un peu. Moi, je ne suis pas un fan, clairement, pendant la semaine de Pessah, de ce genre de truc. Ça n'existe pas. Mais le Shabbat qui précède Pessah, c'était plus pratique pour ça, pourquoi pas, éventuellement. C'est pas dégoûtant. C'est pas mal. Franchement, c'est pas. Pardon? C'est pas mal du tout. Après, pour Pessah, on ne prend pas ce genre de truc. Ça ne nous intéresse pas d'avoir une imitation de pain, de pâtes, de machin et tout. Je suis pas du tout un fan de ça. C'est juste par rapport à ce Shabbat, pour un peu alléger à ce niveau-là, qu'on puisse profiter. Et n'oubliez pas, tout ça c'est pour vendredi soir et samedi matin. Il est clair que ceux qui font la Seuda Shlichit avant Pessah, il n'y a plus de Khamet. Ça, c'est fini. C'est clair qu'il n'y a pas, c'est pas du tout. Non, oui, on a ce qu'on appelle la coutume de prendre les 10 petits bouts de pain, ça, les jeudis soirs, avec la bougie, etc. Et samedi matin, tu ne brûles pas parce qu'on est feu. Vendredi, il ne se passe rien. Vendredi, il ne se passe rien. Non, parce que c'est vendredi la veille. Oui, c'est la veille. Oui, mais c'est mieux de faire l'annulation totalement le Shabbat Atzma. Parce que vous allez consommer du Hametz après. Alors, si vous ne restez pas à la maison, tout ce que je dis, vous vous acquittez avant. C'est-à-dire l'annulation, vous la faites comme d'habitude jeudi soir, par exemple, ou si vous partez lundi, alors vous faites lundi. Et là, le bitoul chametz, totalement, le bioul chametz, vous allez brûler le chametz, vous le faites avec des gens, par exemple, ou là où vous allez être, qui vont vous sortir, qui vont vous acquitter cette mitzvah. Que quand vous allez faire l'annulation du chametz totalement, vous pensez aussi à l'annulation du chametz qui est chez vous. On ne brûle pas les bouts de pain cette année. C'est ça. On les met avec de l'eau de javel et tout, on les met aux toilettes. Okay. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas annuler. Le lulav, tu n'es pas obligé. C'est un minag, mais tu n'es pas obligé de le Non, mais ou dans les toilettes, c'est important. Tu peux éventuellement le vendredi le jeter à la poubelle, si tu veux, par exemple, mais tu n'oublies pas de mettre de l'eau de javel dessus. Parce que le chametz qui est jeté à la poubelle n'est pas suffisant pour nous libérer de ça. D'accord? Parce que c'est Shabbat, on va ça. Non. Tu fais le cal Khamira avant et tu dis exactement. D'accord? Arrive Motzei Shabbat, Rabotai. On ne sait pas quand la Arrive Motzei Shabbat. Et on va commencer le Seder. Il est clairement interdit, je répète, formellement interdit, exigé de ne pas préparer rien du tout avant la sortie de Shabbat. On ne bouge pas une nappe, on ne bouge pas un orteil avant la sortie de Shabbat. Exactement. Et on fait, alors justement, non, même pas l'Avdala, parce que vous avez l'allumage des bougies de Yom Tov à partir d'une bougie existante quand vous arrivez à la fin de Shabbat, et cette bougie-là, elle va servir
cette bougie qui est existante maintenant, elle va servir à ce qu'on appelle Yaknaz. C'est un terme très connu quand Pessah commence comme ça va commencer. C'est ce que Yaknaz, je rappelle, Yaïn, Kiddush, Ner et Zman. C'est-à-dire que dans l'ordre des bénédictions qu'on va faire pour le premier verre, n'est-ce pas, le soir du Seder, on va faire sur le vin, puis, donc c'est le Kiddush, puis on fait l'Avdil Ben Kodesh et Kodesh. C'est-à-dire que dans le Haggadah, vous avez, avec ces bougies-là, vous avez les ongles, l'Avdil Ben Kodesh et Kodesh pour bien distinguer Shabbat de Yom Tov, et après, on fait la bénédiction Shechianu. D'accord? Bon, Zman. D'accord. Pour mettre la table, quand vous voulez mettre la table, par exemple, vous dites simplement Avdil Ben Kodesh et Kodesh. Parce que vous allumez les bougies de Yom Tov de toute façon. À Moté ça, vous allumez la bougie de Yom Tov. Exactement. D'accord? C'est là? Ça, c'est clair? Et après, en l'occurrence, quand est-ce qu'on fait la Havdalah, la complète, on va dire? Oui, il y a Ben Kodesh et Kodesh de Moté Shabbat. Et dimanche soir, tu fais la Havdalah sur le vin. C'est là? Mais que le vin. Dimanche soir, on ne fait pas autre chose que le vin. D'accord? C'est bon, c'est clair, c'est carré? C'est là? Et on commence donc le Kiddush, donc à Motzei Shabbat de Pessah. Alors il y a une question évidemment qui nous importe. Il y a plusieurs questions qui nous importent. D'abord la première qu'il faut avoir en tête, quels sont les mitzvot qu'on appelle les mitzvot d'Eoraïta le soir du Seder? On appelle d'Eoraïta, je rappelle, selon la Torah. Selon la Torah, nous avons deux mitzvot en notre génération à accomplir. La première, la matzah. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de consommer de la matzah shemura, on va dire, ou main ou industrielle, mais c'est mieux d'avoir la matzah la plus chère aussi, mais ça vaut le coup. Parce que c'est la mitzvah de manger de la matzah le soir du Seder. A priori, tu n'as aucune mitzvah de manger de la matzah pendant la semaine. D'accord? Alors que, évidemment, si tu fais une seouda, alors tu as du pain et ton pain, c'est la matzah. C'est pour ça que vous avez deux bénédictions, n'est-ce pas, quand on parle de la matzah le soir du Seder. On a alors Khilat matzah et Amotzi lechem min haaretz. Comme c'est une seouda, donc on doit manger du pain. Mais notre pain cette semaine, c'est la matzah. Mais on a une mitzvah de consommer de la matzah de Horaïta, comme je l'ai dit, le soir du Seder, et pas a priori les autres jours. D'autre part, la deuxième mitzvah de Horaïta, c'est Vigadeta le bincha. L'idée de raconter à ses enfants la sortie d'Égypte. D'accord? Ça, c'est de l'Égypte et des Égyptes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez éventuellement vous êtes préservé de raconter la sortie de Pologne, d'Algérie, du Maroc, de France, de ce que vous voulez, c'est le soir. Profitez-en. Et n'oubliez pas de raconter combien les Arabes ont été d'une gentillesse extraordinaire en Afrique du Nord, comme toujours. Ça, c'est l'occasion aussi de rappeler en même temps tout notre amour pour les Bourg-Hachem, tous ceux qui nous veulent du mal. Mais j'ajoute que quand, justement, eh bien, ces deux mitzvahs de Raïta, il y a une question qui s'impose. Toute mitzvah qu'on accomplit, il y a une bénédiction à faire sur elle. Enfin, quand on fait le matin dans les bénédictions du matin, on fait la bénédiction sur l'étude de la Torah. Et toute la journée, quelle que soit l'étude de Torah que je vais lire, eh bien, je suis acquitté par cette bénédiction du matin. Là-bas, ça, il y a une bracha. Pourquoi, sur le récit du Seder, sur le récit de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de bracha? Réponse, parce que, en réalité, toute mitzvah que nous faisons, elle est inscrite dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a un début et elle a une fin. Concernant la sortie d'Égypte, elle a un début, puisque toute l'année, on rappelle la sortie d'Égypte par la lecture du schéma, n'est-ce pas, 2 fois par jour. Mais le soir du Seder, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Alors, on sait quand est-ce qu'elle a un début, de ce qu'on dit dans la Haggadah. À partir de quand je dois raconter le Seder, a priori, je dois raconter le Seder. On a un invité, donc. Excusez-moi. A priori, je dois raconter le Seder, pas à Rosh Chodesh, seulement à Rosh Chodesh, comme on le voit dans la Haggadah, mais à partir du moment où les matzot ou maror sont assis devant toi. Quand on a voilà.
quand on a les matzot, pardon, et les arbres amers qui sont devant nous, alors on dit à ce moment-là, et en plus quand on fait ça, c'est à ce moment-là où tu as le devoir de réciter. Donc elle a un début, cette mitzvah. Seulement, en réalité, elle n'a pas de ça. C'est-à-dire que si on n'avait pas, comme on voit dire les élèves de Rabbi Akiva, eh bien, lui dire il est temps de faire la lecture du schéma, on pourrait continuer à raconter la sortie d'Égypte jusqu'à 4 heures du matin, 6 heures du matin. Donc, c'est d'autant plus important. Et c'est pour ça que justement, il n'y a pas de bénédiction, alors que c'est la mitzvah la plus importante en ce sens du Seder. La mitzvah des Rabbanan, c'est le maror, c'est la salade. Pourquoi c'est la salade? Pourquoi il y a des Rabbanan? Pourquoi est-ce qu'elle est sur la Chachamim? Parce que la mitzvah de manger de la salade, en réalité, eh bien, elle n'est que quand nous avons l'agneau qui est au milieu du sandwich. Al-matzah ou maror, tuchlou. C'est-à-dire qu'il faut manger ça avec l'agneau. Comme on n'a pas d'agneau pour le moment, le cas aujourd'hui, alors, eh bien, le maror est des Rabbanan. Petite question qui m'a turlupiné cette semaine, que j'ai trouvé très sympathique, c'est comment on fait quand Pessah tombe au Shabbat, par rapport au sacrifice. En admettant que Bezrat Hashem, cette année, on puisse monter sur le mont du Temple, enfin, on monte, mais on monte avec l'agneau. Et on pourrait monter, puisqu'il n'y a pas de Beth pour sacrifier le Corban Pessah, donc on pourrait monter sur le mont du Temple avec un agneau. Pas sûr que bon, la police, malheureusement, pour l'instant, elle est encore d'accord avec ça, mais c'est pas grave, on va les aider. Le fait c'est qu'on monte avec l'agneau, comment on ferait par rapport à cette année où c'est Shabbat? Eh bien, il y a une halakha qu'on connaît tous, c'est extraordinaire, mais que, quand on y réfléchit, c'est génial. Korban Pessah doché Shabbat. Le sacrifice de Pessah repousse Shabbat. Ça veut dire que dans le cas où on pourrait, amener l'agneau qui est au cœur de notre table, n'est-ce pas? C'est le soir du Seder. Vendredi, on est tous à Yerushalayim. Même en état d'impureté, c'est pas grave, puisqu'on pourrait, l'impureté a été autorisée en public, donc on pourrait renouveler le sacrifice de Pessah, clairement, dans notre génération, on devrait même le faire. On est à Jérusalem, tous, au vendredi, on est prêt, avec notre agneau qu'on a acheté, etc. C'est vivant, bien évidemment, et on monte sur le mont du Temple. Quand est-ce qu'on monte? Shabbat, juste après la moitié du jour. On est en plein Shabbat. On monte avec l'agneau, la shrita, elle se fait Shabbat. Parce que Korban Pessah doché Shabbat. Tous les sacrifices repoussent Shabbat. On ramène l'agneau dépecé, etc. Chez toi, à Jérusalem, tu pourras faire le repas là-bas. À Motzei Shabbat, on commence à cuire l'agneau qui va cuire toute la nuit pour pouvoir, à la fin du repas, aujourd'hui on mange à matzah parce que malheureusement on n'a pas l'agneau, mais pouvoir manger kazaï, un petit peu de l'agneau de la liberté, à la fin du Seder. Vous voyez à quel point c'est important. Il y a une année, j'ai raconté à des francophones que ce qui est au centre de notre table, ce qui devrait être au centre de notre table, c'est le sacrifice de Pessah. C'est l'agneau, un agneau bien cuit, complet, etc. Et la m'a dit, mais on n'est pas arabe. Et ça a beaucoup peiné, pas parce qu'on n'est pas arabe, on s'en fout. Mais excusez-moi de le dire comme ça, son idiotie et sa bêtise m'ont beaucoup peiné. Pourquoi ça a beaucoup peiné? Je vais appeler ça vraiment avec virulence. D'abord parce que c'est pas nous qui avons côté sur eux, c'est eux qui ont côté sur nous, déjà. Et ensuite, on s'est tellement habitué à cette vie d'exil qu'on a oublié l'essentiel. La fête, elle s'appelle pas Matzah. Dans la Torah, elle s'appelle Chag HaMatzot. Mais on a l'habitude de l'appeler Pessah. Vous nous enseignez nos rachamim. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chag HaMatzot alors que c'est Pessah? Il y a le sens premier, à savoir, Pessah, c'est le premier jour. Le reste de la semaine, c'est Chag HaMatzot, la fête des matzot. Les trois manches. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, on voit souvent dans l'exil traditionnel, c'est qu'il y a une volonté, eh bien, de dire quelque chose de bienveillant et de positif à l'égard du Ham Israël de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et Ham Israël veut dire quelque chose de positif et avec son affection, son amour, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, il va être écrit Chag HaMatzot, parce que Akadosh Baruch Hu met en valeur cet empressement du peuple juif, quelles que soient les denrées que nous avons, pour sortir d'Égypte. En tout cas, le 1/5 qui est sorti. Le Ham Israël va mettre en évidence Akadosh Baruch Hu, qui a su passer au-delà de nos maisons pour pouvoir sauver le Ham Israël. Donc, nous, on va l'appeler Pessah, pendant la Torah, c'est écrit Chag HaMatzot. En fait, encore une fois, c'est le lien d'amour qui existe entre le fiancé et la fiancée. Évidemment, on est dans Shira Shirim, donc on va lire aussi à Pessah, entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël.
il y a toujours cette recherche, cet œil bienveillant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de Am Israël. J'ajoute, entre parenthèses, que le sang qui traditionnellement nous avons mis sur le fronton de nos portes, il faut toujours avoir en tête qu'il y a une controverse très intéressante entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rashi. Une controverse que j'aime rappeler parce que Rabbi Shimon, pas que c'est une B2000, on va de l'autre côté B2000, mais Rabbi Shimon dit que le sang est à l'extérieur. L'extérieur de les portes. Et Akadosh Baruch Hu, il est passé. Et donc il y a une question bête que j'ai envie de poser. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de voir les portes pour savoir quelle maison il va sauver, quelle maison il va pas sauver? Lui, il n'en a pas besoin de ça. Mais nous, on en a besoin. Et Rashi va dire justement, Od Zikaron Lachem, c'est un signe d'alliance pour vous. En réalité, c'est pas de savoir si Akadosh Baruch Hu bien va nous sortir d'Égypte, c'est ce que nous, on veut sortir. En mettant le sang, selon Rashi, à l'intérieur, on s'interroge si nous sommes capables, comme j'ai coutume de le dire, de prendre la croix de l'autre abruti, de prendre le croissant de lune de l'autre analphabète, de le clater en 15 000 morceaux, de cracher dessus et de dire je me casse. C'est ça, fait ça. Il faut avoir conscience que l'agneau, c'est la divinité égyptienne, que non seulement on a été prêt avec courage, sans faillir, à mettre le fronton le sang sur le fronton de nos portes, encore une fois, l'humilité d'un Israël vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit on a envie de sortir. Et pire que ça, le soir du Seder, comme vous le savez, tous ceux qui ont fait un barbecue avec de l'agneau en sont conscients, il y a une odeur qui est très agréable pour ma part, mais une odeur qui est forte. Vous comprenez que les Égyptiens sont en train de sentir qu'on est en train de brûler leur Dieu. Alors on n'est pas à Charlie Hebdo, on est bien au-delà de ça. Et on est capable de le faire parce qu'on assume cette confiance infaillible, indéfectible envers Akadosh Baruch Hu. Hélas, comme vous le savez, malheureusement, 1/5 seulement du peuple est sorti. Voilà. Donc on se libère d'Égypte, mais il y a quelque chose peut-être à l'intérieur qui fait, surtout au moment de la sortie d'Égypte, où on n'est pas encore totalement libéré. Et qu'il faut nous libérer progressivement. Je poursuis ma démarche. Combien avons-nous de marches dans les escaliers du Beth Amikdash? Voilà, c'est pour ça. David ne répond pas. Bien, il y en a 15. Une autre question, une autre devinette. Combien y a-t-il de Mizmorim, de Teilim qui commencent par Shira Ma'alot? Il y en a 15. Le chant des degrés. Autre question, devinette. Combien y a-t-il de signes, de simanim à Pessah? Kadesh, Uchat, Karpas, etc. Combien il y en a? Oh, c'est un chiffre intéressant, n'est-ce pas? Et encore une autre truc intéressant. Puis encore une fois, devinette, vraiment qui n'a rien à voir. Avec quelle lettre Akadosh Baruch Hu a-t-il façonné son monde? Yud et Hei. Yud et Hei, ça fait 15. Oh, ah ben non. Et en plus de cela, et en plus de cela, on ne faisons pas la bénédiction sur la liberté, sur la sortie d'Égypte au début du Seder, mais on le fait à la fin. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de monter progressivement les échelons de la libération de l'Égypte. Chaque étape, y compris le repas. Beaucoup ont tendance à oublier que le repas, Mechila, c'est pas la fin du Seder. Le repas, c'est le milieu du Seder. Pardon? Le soir du Seder, d'abord, on a très bien avancé depuis 2000 ans, mais on a un certain nombre d'étapes essentielles, encore une fois, surtout le soir du Seder, à se remémorer et à évoquer. Donc, comprenons que Akadosh Baruch Hu a façonné le monde avec 2 lettres. Yud, le monde suivant, Hey, ce monde compliqué dans lequel nous sommes. Mais les deux sont intimement liés. Vous savez qu'il y a une coutume traditionnelle qui dit que, en général, une boisson, encore plus du vin, on ne la laisse pas galouille, on dit découverte, de peur que de la pureté, etc. dedans. Le soir du Seder, on peut. Parce que justement, il n'y a pas de médikim, il n'y a pas de nuisance. C'est la Leil Shumurim, Akadosh Baruch Hu nous protège cette nuit-là. Quand on est aujourd'hui en Israël, d'ouvrir la porte et de dire après le Seder, après la deuxième partie du Hallel, de dire déverse ta colère sur les goïms, excusez-moi, en Israël, c'est facile. Pardon? Dévore ta colère sur les goïms.
Non, c'est vrai. On dit, on ouvre la porte, on dit à Kosh Baruch Hu, éclate-leur la tronche. De dire ça aujourd'hui, excusez-moi, on est des petits joueurs. Mais disons ça à Varsovie, disons ça dans les pogroms avec les Arabes en Afrique du Nord, au Yémen, en Éthiopie. C'est déjà plus compliqué. Et pourtant, là, Israël l'a dit, l'a fait. Cette confiance indéfectible envers Akash Baruch Hu de continuer le cheminement, encore une fois, sur lequel nous sommes. Et nous commençons, vous voyez, on n'a pas commencé le CEDER et on a encore beaucoup, et à quel point c'est dense. On commence le CEDER par le signe Kadesh. Pourquoi Kadesh? Pourquoi pas Kiddush? Et en réalité, Kiddush, c'est un substantif. C'est une réalité. Toute l'année, il y a le Kiddush. Je participe, j'adhère à cette réalité, il y a un Kiddush. Kadesh, c'est un impératif. Et un impératif est très important parce qu'on doit être capable de bien distinguer Am Israël des Goyim. J'exige de toi, comme il est dit, Kadesh et Kol Bechor. Je veux que tu reconnaisses que tu es mon fils aîné. Béni Bechori. Le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Quand on nous dit Kadesh, c'est une prise de conscience que je ne suis pas n'importe qui. C'est quoi je ne suis pas n'importe qui? Mais j'ai un tatouage sur le bras, je ne sais pas, c'est pas Shabbat, je mange pas casser, j'habite en dehors de Eretz Israël, que Dieu préserve, quelle douceur tu parles? Réponse, c'est pas ton problème. Ta réalité, c'est que tu es mon fils, tu es animé par la sainteté, bon gré, malgré toi. C'est la reconnaissance essentielle d'un lien, je répète, indéfectible entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des peuples qui font, peut-être qu'ils vont arriver, peut-être qu'ils vont être mieux, peut-être qu'ils vont être moins bien. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à parler en hébreu? Ça suffit de parler en hébreu. Il faut parler en français. Explique là, parle en français à tes enfants. On connaît tous ce genre de jargon, de dicton. Sauf des extrémistes comme moi, qui ne parlent qu'en hébreu à ses enfants. Vous voyez la Haggadah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyons la Haggadah ensemble. On commence petit douce. Vous avez ça, Kadesh, bon, les Manim, Kadesh, ou Khatkar, on va les évoquer l'un après l'autre. On commence par Ele Moadé Hashem, Ikra Kodesh, Ikra et Moadam. On a l'obligation, évidemment, et lisez ce que je vous dis en leur temps. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose dans l'air, le 14 Nissan. C'est le printemps. Ça commence à bourgeonner. C'est la fête du printemps. Le monde bourgeonne, le monde revit, Am Israël revit. Am revit, le monde bourgeonne. Les deux sont reliés l'un à l'autre, sont attachés l'un à l'autre. Baruch Ata Hashem, c'est vrai Maranan évidemment. Baruch Ata Hashem, c'est un petit détail, mais retenez-le, ce que j'ai appris de mes maîtres, on ne dit pas les Chaim. Beaucoup disent les Chaim, mais c'est pas les Chaim, c'est les Chaïs. On dit ça vrai Marana, c'est en araméen, on répond en araméen. C'est ça la parenthèse. Si ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas très important. Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam, Borech Gefen, Baruch Ata Hashem melech haolam, Asher bachar banu mikol am. Oh, on commence. D'abord, Baruch. Si vous ne l'avez pas entendu quelques fois, c'est important de le rappeler. Baruch, à la différence de toutes sortes de sidourim qui expliquent béni sois-tu l'éternel, je vais vous surprendre, Dieu n'a pas besoin d'être béni. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Il est béni par excellence. Et en plus, ce n'était pas une bonne traduction. Baruch ata Hashem, ce n'est pas dit Mevorach ata Hashem. Baruch ata Hashem, je te reconnais comme étant source de bénédiction. Premier point. Quand est-ce qu'on dit béni sois-tu? Avant la reconnaissance du joug divin, notamment, Baruchu et Hashem Amevorach. Reconnaissez celui qui est béni par excellence. Là-bas, il y a Mevorach. Là, c'est Baruch, je te reconnais comme étant source de bénédiction. D'accord? C'est le début, c'est tout le début. C'est tout le début. Après. On commence directement avec le Kiddush. Et on a dit Mikol Am. On n'a pas dit Mikol Ami. Je vais revenir sur l'hébreu que j'ai évoqué dans 2 secondes. C'est quoi Mikol Am? On aurait dit Mikol Ami, de tous les peuples. C'est quoi de tout le peuple, de tout? En réalité, ici le terme, tout ce que je vous dis, si vous avez besoin de sources à l'appui, je vous les ramène. Je vous ai déjà cité, vous n'avez pas rendu compte, mais je vous ai cité
Nonativ, le Ben Ishraï, là, je vais citer le Fatémet et le Rafout. D'accord? Mais à la derrière, je vous dis ça pour alléger, parce que je vous dis, on va pas arrêter jusqu'à 4 heures du matin. Ah, Bahar ben Mikol Am. Le terme de Am ici est un terme générique. Quel que soit le peuple qui aurait pu arriver avant, qui arrivera plus tard, vous êtes le peuple privilégié. Tout celui à qui ça pose problème, qui dit, mais c'est raciste, très bien, allez vous plaindre. Allez vous plaindre auprès de lui. Nous sommes son peuple. Nous avons une dimension, une identité particulière. Même quand on fait des bêtises, ben on fait des bêtises, mais en juif. C'est pas, hein? Mais en plus de ça, l'indice de toute l'humanité. Tout à fait. Exactement. Le faciès du juif, ceux qui sont encore coincés au passé en disant le faciès du juif, c'est des blancs ou des faces maghrébines comme la mienne, eh ben, ils sont en retard. C'est belle lurette que les juifs, ils ont pris des couleurs blanches, jaunes, verts, noirs, ce que vous voulez. D'accord? D'accord? Il y a des juifs qui ont un petit nez, des juifs qui ont un gros nez. D'accord? Mais on est l'essentiel. Et j'ajoute, or, il nous a élevés, là encore, parmi toute la langue possible et inimaginable. Franchement, le français, c'est une belle langue, c'est vrai. Le latin, l'italien, oui. Il y a de la sainteté dans l'italien? Rien. Il y a de la sainteté dans le français? Rien. Quand on parle comme j'ai coutume de l'expliquer, quand vous voulez parler, par exemple, de la glace, vous avez 15 mots en une minute. Pas les mots là-haut. Vous avez 15 mots en une minute pour parler de la glace. 15 mots. D'accord? En français, c'est une langue très pauvre quand on parle du collège, bien évidemment. Vous avez énormément de mots pour parler d'amour. Et en général, c'est de l'amour qui est tendu. Hein. En hébreu, on a des signes d'amour. Mais quand on voit, et c'est très intéressant, le mot le plus important dans chaque culture, il est évidemment essentiel dans la culture du peuple en question. Nous, on a des mots, je regarde pendant n'importe quelle langue, on parle de God, Got, Dieu, mais on a un mot. Je vais rajouter l'éternel. En hébreu, quand tu dis Yud Kevavte, ça a un sens. Quand tu dis Elohim, ça a un sens. Quand tu dis Hashem Tsevaot, ça a un sens. Quand tu dis quoi que ce soit, ça a un sens. D'accord? C'est ça. Ah, ça, tu comprends? C'est qu'en hébreu, c'est la langue qui est aspiration, encore une fois, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il y a des prières qu'on va faire en araméen? Parce que, justement, on dit que les gens sur terre ne comprennent pas l'araméen, ils ne comprennent que l'hébreu. Mais Akadosh Baruch Hu, il comprend bien évidemment l'araméen, le français, l'arabe, si vous voulez. Mais parce que la langue d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'hébreu. La Torah, on l'a reçue en hébreu. L'écriture a évolué, mais la langue est la même. L'écriture, elle a évolué. Mais la langue, on n'a pas entendu autre chose que au Mont Sinaï, Andokri, Hachem, Eloheka, Shirotire, Israël. Avec un accent évidemment pas français, un accent. C'est ce qu'on a entendu. On a reçu ça. On est rattaché, je répète encore, là, c'est la parole d'Akelbourg qui est adressée à nous directement. Cette langue, elle porte en soi le sceau de sainteté. D'accord? Et c'est pas hasard, c'est le Shulchan Aruch dit justement que la première langue qui doit sortir d'un enfant, c'est l'hébreu. La langue maternelle, c'est l'hébreu. Aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, combien il est difficile de faire entendre cela? Notre langue, c'est l'hébreu, c'est pas le français. Et malheureusement, on peut accepter que la langue sociale, parce qu'on a vécu, etc., en France, qu'on est obligé de parler en français. Mais la difficulté, et on l'a vu avec Manitou maintes et maintes fois, c'est d'arriver à parler en français tout en pensant dans la conception sociale hébraïque. Ça n'existe pas le rôle. En réalité, le rôle n'existe pas. C'est exactement. On n'a pas le choix, mais on a l'apprendre, mais ce que tu appelles rôle, en français, tu remarqueras, ça s'appelle profane. On vit dans une culture séparatiste quand on est en dehors des Eretz Israël. Quand on est en Eretz Israël, eh bien, nous vivons dans l'unité. Notre objectif, c'est l'unité. D'accord?
Si à partir du moment où tu me dis, c'est la question qui était posée tout à l'heure, si tu me dis, puisque c'est le débat, qu'est-ce que je pense du fait d'aller ou de ne pas aller à l'armée? Ah, je réponds la même réponse que je dirais, qu'est-ce que je pense de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat? Je ne comprends pas la question. Un juif, avec tout le respect que j'ai pour Ben Gurion, c'est pas parce que Ben Gurion a dit qu'il fallait aller à l'armée ou pas aller à l'armée que je vais à l'armée. Enfin, je suis allé, maintenant j'ai 49 ans, c'est fini. Mais j'étais à Milouim, j'ai fait mon réserve. Je suis à l'armée parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de manger cachère, pas une mitzvah de Shabbat, pas une mitzvah de prendre ton pays. Et aussi une mitzvah qui n'est pas négligeable d'étudier la Torah. Mais tout ça, ça se fait dans la même école. Donc, quand on dit je suis pour ou contre aller à l'armée, je ne comprends pas la question. Ça n'a pas de sens. La Torah, elle dit clairement, mais je ne vais pas vous faire plaisir. C'est un sujet que j'ai traité et qui est long de mettre. Mais je vais te dire en deux mots, malgré tout. Il y a deux solutions par rapport aux otages. Vous nous rendez les otages, ou on vous éclate la tronche, ou on vous éclate la tronche, et vous nous rendez les otages. C'est tout. Il n'y a pas d'autre option. D'accord? Il n'y a pas d'autre option. D'accord? C'est tout. Mais le choix envisageable de dire est-ce que je dois choisir les otages ou l'État, au risque de faire la peine, le peuple juif passe en priorité. Libérer un terroriste, libérer un terroriste qui va mettre en danger notre peuple n'est pas audible, n'est pas envisageable. Exactement. N'est pas envisageable. Mais à la fois, pour t'aider sur le sujet, j'ai traité ça dans un cours. Pardon? Ils ont demandé à qui ils ont demandé à mes maîtres, parce qu'ils ont demandé. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans une réalité, malheureusement, où la Torah est entendue comme il se doit. Et puis, vous n'oubliez pas que vous avez des gens qui passent sur la tête, malheureusement, qui disent des grosses bêtises. Ça existe. C'est rare, mais ça existe, des gens bêtes avec une kippa. Je veux essayer que c'est rare, mais il y en a plus qu'on croit, malheureusement. Voilà. Je dis, c'est ce que je dis. D'accord. Il y a des réalités. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est palestiniens, mais les prisonniers arabes, oui. Oui, oui. Oui, mais ce n'est pas envisageable. D'un point de vue ilchatique, ce n'est pas envisageable. C'est tout. Ilchatiquement, ce n'est pas envisageable. Et les familles des gens qui ont perdu leurs enfants. Non, non, les familles. Tu vas aller dire au Rav Cherki que ton fils, il a été assassiné et celui qui l'a assassiné, il est libéré. Tu vas aller dire à la famille Fogel que le gosse, qui est un adolescent de 17 ans ou de 14 ans qui a assassiné lâchement cette famille et il est libéré. C'est quoi les familles? De quoi on parle? Moi, j'ai pas de peine à double vitesse. J'ai pas de peine variable. J'ai une peine pour tout l'homme Israël. J'ai pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme. Dans la Torah, il n'y a pas de dilemme. Et justement, quand il y a un dilemme, on essaie de régler. La vie est remplie de dilemmes. Une femme qui est enceinte, de quadruplé et qui est en danger. Le terme médical, c'est l'édalel. C'est-à-dire c'est de diluer. Quand on a fait le texte sur la moralité, ce qui se rappelle quand on a fait la moralité d'Israël, on prend en considération cette problématique-là. C'est pas quelque chose de dramatique au niveau humain de dire à une jeune mère qui a 4 enfants dans son ventre, eh bien de lui dire on va en tuer un pour te sauver. C'est un dilemme qui n'est pas moins grave. Et pourtant, la halakha a tranché, avec toute la difficulté que ça implique, mais on est obligé. Sinon, encore une fois, il y a des sujets sur lesquels, malheureusement, et on a ce difficile privilège de la Torah, d'avoir, et on a besoin de la Sanhedrin pour appréhender les nouvelles questions qui sont posées aujourd'hui, on ne fait que ça, mais heureusement qu'on a ce privilège d'avoir la Torah qui traite de tout. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas traité dans la Torah, dans la Gemara et dans nos maîtres jusqu'à aujourd'hui. Et on a besoin de ça. Un soldat, quand il part au combat, quand on va sortir des îles, on s'interroge sur la moralité du sujet. Tu te rends compte, les pauvres, ils souffrent, etc. Je vous rappelle, sur l'ambiance de Pessah, le soir du Seder, à Keshborou, il a tué des petits bébés égyptiens.
Et on se réjouit. Et on fait le Hallel 2 fois. Une fois à la synagogue, une fois à la maison. Ceux qui commencent à dire, ah, mais quand même, il faut être, c'est dur, c'est violent. Une fois, quelqu'un m'a fait une remarque et m'a dit, tu sais quoi, je crois que, effectivement, oui, Dieu n'est pas moral. Bah là, évidemment, à ce moment-là, vas-y, prends ton opinion, vas-y, va jusqu'au bout. Il n'y a rien à dire. La réalité, elle est clairement, encore une fois, on peut dire qu'on n'a pas de réponse, mais si nos maîtres ont apporté une réponse, on recherche, on regarde cette citation et ça s'en fait. En tous les cas, la grandeur du peuple et la grandeur de sa langue, Vekideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot à lui. Ce qui veut dire que l'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a accompli des mitzvot. On veut ressembler à Akadosh Baruch Hu. Il met les tefilines, on met les tefilines. Il est bienveillant, on est bienveillant. Il est cruel à l'égard de nos ennemis, on est cruel à l'égard de nos ennemis. Vetitenanu Hashem Eloheinu be'ava, donc avec amour, Moadim et Simcha. Oh là là, Pessah, ça me saoule. On connaît ce genre de phrase. Ça m'a toujours beaucoup aidé d'entendre ça. C'est la fête que je supporte le moins. Ben, il n'a pas lu le petit douche. Il nous a donné Be'ava, Moadim le Simcha. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, mais t'es profondément ingrat si tu n'es pas capable d'être reconnaissant d'Akadosh Baruch Hu de cette fête extraordinaire qu'il nous a donnée. Dans la joie, Hagim, Uzmanim, les Sasson, toute forme de joie, intérieure, extérieure, et Yom Chagamatotazé, vous voyez, Chagamatotazé, c'est ce qui est inscrit dans la Torah. Vet Yom Tov Mikra Kodesh Hazé, Zman Ferutenu, le temps de notre liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Beaucoup de gens parlent de liberté quand ils ont tous les appareils ménagers et électroniques en leur possession. Moi, je suis libre. Je peux ouvrir mon téléphone Shabbat et Yom Tov. C'est pas libre. C'est esclave. C'est esclave. Mais tu comprends, je peux faire sur WhatsApp. Il y a Hot. Vous savez, Hot, le truc, il nous a appelés pour nous proposer Internet, machin et tout. Et il dit c'est pratique parce que comme ça, pour les téléphones, pour la télé, pour... il y a une fois, enfin, on a tellement marre de ces gens qui nous appellent, on n'a pas Internet. Enfin, et la télé, on n'a pas la télé. Alors là, c'est vrai, on n'a pas la télé. On n'a pas la télé. Et téléphone, on n'a pas de téléphone. Non, non, on est dans la cave. Puis on pouvait vivre sans. C'est ça. Zman, c'est vous tenez. Je dis la Torah, il n'y a pas le plus libre que celui qui étudie la Torah. Ben Chorin, Mishosek Batorah. On œuvre la Torah, on est libre. On est au-delà du temps. C'est ça, la vraie liberté. Be'ava Mikra Kodesh, Zecher l'Etiat Mitzrayim, on se souvient de la sortie d'Égypte. Je vais avancer parce qu'on ne va pas sortir de la gala, mais je veux quand même vous dire ce point supplémentaire. Zecher l'Etiat Mitzrayim. On n'a pas dit Yetzia mi Mitzrayim. Si vous avez fait un petit peu de grammaire, un petit peu d'ulpan et un petit peu de... Pour vous rappeler de la smichout. Yeldei Israël, les enfants d'Israël. Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de l'Égypte. C'est pas ça qu'on fait. C'est la sortie en provenance de l'Égypte. Je reprends ta remarque tout à l'heure. L'indice universel, l'indice de l'humanité, l'indice de toute la création. Qui est-ce qui sort le soir du Seder? C'est pas nous, c'est le monde entier. Nous, on est déjà rattachés à la liberté par essence. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a commencé par Bereshit, Bishvil Reshit, pour ce qui est appelé Reshit. La pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Nous, on est déjà rattachés à la liberté parce qu'on est déjà rattachés à l'absolu avant même d'exister. J'ai rappelé dans un petit intervention que j'avais fait il y a quelques années, sur Shabbat justement, l'essence précède l'existence. À la différence de ce que pensait en hébreu Sartène, en français Sartre, eh bien, l'essence précède l'existence. Lui, il dit l'existence précède l'essence, c'est pas vrai. Je prône l'idée que l'essence réalise l'existence. On est rattaché à l'absolu par essence. Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que grâce à nous, l'Égypte, elle sort de son regard d'étroitesse. Elle sort de son regard naturel des choses qui n'est pas capable, qui a une réalité au-dessus de l'entendement. En Mazal Israël. C'est quoi En Mazal Israël? On vit dans une réalité qui est au-delà. Mais si on était réaliste, on ne serait pas là aujourd'hui.
Depuis 2000 ans, si nos aïeux avaient été réalistes, mais jamais ils seraient montés de Berlin dans la chaleur de Bethshean, là-bas, en train d'assécher les marais. On est au-delà du réalisme. Les goïms, ils vivent selon l'ordre de la nature. Aman, ils vivent selon l'ordre de la nature. À Mitzrayim, on est au-delà de la nature, au-delà du temps, au-delà de l'espace. On est rattaché à l'absolu. L'Égypte, comme vous le savez, c'est tard. Et malheureusement, qu'elle a embarqué avec elle l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était le pays, je rappelle, le plus puissant, pas qui était. Et en égyptien, on dit, on ne sortait pas d'Égypte. En égyptien ancien, on dit the Egyptian way of life. N'est-ce pas? En égyptien ancien. Ceux qui ont compris la blague, très bien, mais c'est exactement ça. American way of life, Egyptian way of life. On ne sort pas d'Égypte. Il n'y a rien au-dessus de l'Égypte. Je suis Dieu. C'est moi, dit le pharaon. Je pense que pour l'instant, comme j'ai souvent dit, Trump, pour le moment, il est très sympathique. D'accord? Mais je n'ai aucune certitude, comme j'ai souvent dit, Donald Trump n'est pas le Machir Ben David. D'accord? Tout le monde dit Machir Ben David, Gematria, machin, Falafel, Shawarma, Yopi. D'accord? Tant qu'il est sympathique avec nous, tant mieux. Oh, d'accord? Mais je n'ai aucune confiance en personne. Non, non, ça fait plaisir. Il a compris quelque chose. Ça sera ça. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir avoir une part dans mon futur. D'accord? Donc, il doit nous remercier pour ça. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est que l'Égypte, comme son nom l'indique, même ouvert au début, même fermé à la fin. Et entre les deux, par étroitesse. Quand on rentre en Égypte, on rentre dans une situation d'abondance et on finit par, les taux se resserrent. Et là où c'est terrible, malheureusement, c'est pour ça qu'un cinquième est sorti. C'est parce qu'il nous raconte le natif de Volodine en Vénidrach, qu'il y a eu une césarienne. Le veau ne voulait pas sortir de la matrice. Il a fallu prendre le couteau pour ouvrir, pour faire sortir de force. Goy, l'Ikerev Goy. On est tellement attaché à l'Égypte qu'on n'a pas envie de sortir. Il a fallu de force de sortir. C'est ça le pays étroit. Il y a ça, et puis aussi le pays du pain étroit. Pareil, pain étroit. Comme on dit pain étroit en français, en hébreu, ça passe. Ça passe. Ça passe. Le pays du pain étroit. Ne pas sortir. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on sort d'Égypte. On commence le Kadesh, cet ordre reconnu. Puis, nous, je passe directement à la fin, mais Kadesh Israël va à Zémanim, la sanctification des temps passe par le biais d'Israël. Ça, c'est le grand félouche très important. C'est nous qui avons donné une valeur au temps, ça n'est pas permis de la classe beaucoup, une valeur au temps et une valeur à l'espace. D'accord? Ce soir-là, en Égypte, les gens étaient dans la maison enfermée. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, bon, heureusement, des Israël, et encore moins à Yerushalayim, des Israël. Mais donc, le Pessah pour les générations, c'est toujours être conscient de ça. D'accord? Je vais m'arrêter pour le Kidou, pour pouvoir commencer un peu, tout petit peu, Manitou. D'accord?